Et bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien et on se retrouve donc comme d'habitude dans un nouvel épisode de podcast. Et j'avais très envie, en vue de la sortie de ma nouvelle formation sur la multipotentialité, de parler d'un sujet dont j'ai parlé régulièrement, il faut le dire quand même, dans mes différents podcasts, de la procrastination. C'est une thématique qui revient souvent et je crois que c'est une thématique hyper importante parce que déjà, beaucoup ne font pas la différence entre la procrastination active et la procrastination passive. Donc, on verra dans cet épisode de podcast comment faire la différence. Et puis, je vais vous proposer un petit questionnaire comme ça pour que vous puissiez voir la différence, mais aussi quoi mettre en place en fait pour lutter contre la procrastination active ou passive. Alors, est-ce que c'est en lien la multipotentialité et la procrastination? Il est vrai, on ne va pas se nier, c'est que la multipotentialité, à mon sens, dévoile une personnalité hyper passionnée. Alors ça, si vous avez précommandé, mon dernier ouvrage, voilà, qui sort, du coup le 4 décembre, mais qui est actuellement en précommande, où je parle des femmes hyper passionnées, vous verrez et c'est tout l'objet de mon livre, c'est de comprendre comment on passe de l'hyperpassion à la multipassion, à la multipotentialité. Et qui dit hyperpassion, dit forcément en fait intensité aussi. Donc, ce que je en conçois, en fait, et c'est ce que je vais vous expliquer aussi ici, c'est que la procrastination n'est pas liée à la multipotentialité, mais que la multipotentialité, en fait, génère une intensité possible si vous avez un problème de procrastination. Alors, pourquoi c'est lié? Déjà parce que je pense qu'une personne multipassionnée, eh bah, forcément, elle a plusieurs centres d'intérêt. Elle aura tendance peut-être parfois à s'éparpiller, à avoir un syndrome de l'objet brillant. Tu sais, c'est un peu ce truc de la pie, l'oiseau, où dès que ça brille, bah, elle va aller chercher ce qui brille. Et puis, en fait, en cours de vol, elle va lâcher l'objet qu'elle a dans le bec pour aller chercher un autre objet qui brille, et ainsi de suite. Et donc, finalement, bah, c'est un peu cette idée de jamais aller au bout des choses parce que tu picores à droite à gauche. Ça, c'est une autre problématique, mais ça peut en fait être en lien à la procrastination, pardon. Je vais avoir du mal à dire ce mot régulièrement, je pense, dans l'épisode. Bon. Mais il y a aussi l'ennui, en fait, qui revient souvent chez les multipotentiels. Il y a ce côté avoir envie de tout, donc ne pas savoir par quoi commencer. Donc c'est là, et c'est quelque chose que je déploie beaucoup plus d'informations, mais à mon sens, c'est plutôt un problème de priorisation et d'organisation. Il y a ce besoin d'aller toucher à tout, un peu, on va le dire comme ça, mais il y a cette frustration qu'on ne peut pas tout faire dans une vie, qu'on ne peut pas tout faire en 24 heures. C'est un peu ce truc de j'aimerais avoir 1000 vies en une. Donc, du coup, oui, on peut commencer quelque chose, puis finalement ne pas le commencer, et puis finalement, pardon, ne pas le terminer, on peut passer à autre chose, et ça donne cette idée de procrastination dite active. J'y reviendrai. Et puis, ça peut aussi malheureusement, s'instituer comme une habitude, le fait de ne pas terminer quelque chose, de vaquer, et puis, de prendre du temps, enfin voilà. Et ça, c'est encore notre point. Parce que le problème des habitudes, c'est que ça génère des croyances sur soi. En réalité, la procrastination, à mon sens, elle vient plutôt d'un manque de confiance, plus qu'un manque de discipline. Et je voudrais vraiment revenir sur cette thématique de la discipline, qui est très importante, évidemment. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, en développement personnel, en business. Et pour cause, c'est important de parler de discipline dans le sens où c'est très à la mode, mais c'est aussi très important. Euh, Parce que la discipline permet, en fait, de compenser le manque de motivation. Si tu comptes seulement sur la motivation pour arriver à ton but, malheureusement, tu vas être vite frustré parce qu'aucun être humain n'est toujours motivé. C'est impossible. Il y a forcément des baisses de motivation, des baisses d'envie, voilà, c'est comme ça. Et c'est parce que il y a une discipline et donc des habitudes qui sont mises en place qu'au fur et à mesure, même lorsque tu as une baisse de motivation, ben, tu fais ce qu'il y a à faire et tu ne repousses pas au lendemain. Donc, le souci, c'est que les personnes qui procrastinent auront tendance à se dire, elles manquent de motivation, elles manquent de discipline aussi. Et ça va générer un effet un peu négatif. C'est-à-dire que tu vas avoir une mauvaise image de toi-même. Tu vas commencer à manquer de confiance et c'est un cercle vicieux parce que tu te dis du coup que tu n'arriveras pas à aller jusqu'au bout des choses et que tu auras tendance à procrastiner et que tu procrastines, donc tu manques de confiance. Et comme tu manques de confiance, eh bien, c'est difficile de commencer quelque chose. Faut bien se dire ce qui est, c'est que la discipline permet aussi d'acquérir une certaine confiance en soi, et la confiance en soi permet de mettre en place aussi une discipline. Donc tout ça, c'est ou le cercle vertueux ou le cercle vicieux. On va essayer de voir dans cet épisode de podcast comment on peut casser tout ça. Alors, il faut avant tout, à mon sens, retravailler les croyances qu'on a sur soi.
Tu vois, j'entends beaucoup de personnes qui me disent: «Mais moi, je suis pas assez résiliente, je suis pas courageuse, non, mais je suis pas je suis pas une grande travailleuse, je suis pas disciplinée, je suis pas constante, j'ai du mal à être ci, j'ai du mal à être ça». OK, OK, très bien. OK, depuis quand? Parce que si ça fait longtemps, bah, malheureusement, peut-être que ça s'est incorporé dans ta vision de toi-même et que tu te dis: «Bah, je suis comme ça». Et ça peut être très inconscient, se dire: «Bah, je suis comme ça». Ce truc de: «Bah, je pourrais pas changer». Je l'entends souvent quand c'est en lien avec les atypies et c'est là où ça peut peut-être te parler. Quand j'entends des personnes qui me disent par exemple, «Bah, j'ai un TDAH donc bah, j'ai du mal à m'organiser». Ah! Alors, bon, moi j'aime bien amener un peu de demi-mesure là-dedans. Tu as du mal à t'organiser, vraiment. OK, mais déjà, c'est aussi une question de personnalité. Parce que sachez que j'ai déjà rencontré des personnes TDAH qui justement sont les rois et les reines de l'organisation. Parce que comme il y avait cette faille, cette difficulté étant plus jeune, eh bien, ils ont changé finalement les choses, ils ont mis en place plein de choses pour être hyper méga organisés. C'est limite les plus névrosés sur l'organisation que je connais dans mon entourage. Donc, le TDAH ne fait pas tout. Alors oui, bien sûr que tu as des difficultés, mais ça ne fait pas tout. Et on se raconte une histoire. On nous raconte aussi une histoire. Si depuis toute petite, eh bien, on te dit à chaque fois que bah, de toute façon, tu es quelqu'un de, voilà, de pas discipliné, que tu papillonnes à droite à gauche, que tu as toujours été comme ça, bah, ça te raconte aussi une histoire de toi-même. Et c'est plus difficile après de se dire, est-ce que je pourrais pas être quelqu'un d'autre que ça en fait? Ça, c'est important ce que je dis là. C'est une clé hyper importante dans le mindset. Donc, le mindset, comme tu sais, c'est l'état d'esprit. Et c'est ce qu'on va appeler le growth mindset. Un gros, gros clin d'œil aux femmes qui ont fait partie de l'OVPA des années précédentes, où il y a tout un module dessus. Le fixed mindset, c'est, ben voilà, je suis comme ça. Ben, je suis comme ça. Genre, je vais pas pouvoir changer. Tu comprends, comme je suis hypersensible, je suis forcément noyée tout le temps dans mes émotions. Tu comprends, comme je suis effectivement eh bien, autiste, j'ai des difficultés de toute façon sociale. Tu comprends, comme je suis TDAH, bah, je suis hyperactive. Tu comprends parce que. Ça, c'est du fixed mindset. Alors oui, peut-être que tu auras plus de difficultés. Peut-être que ça sera un point de vigilance constant dans ta vie lié à certaines neuroatypies. Ça, c'est une réalité. Quand tu as des troubles 10, tu auras peut-être plus de difficultés, par exemple, sur l'apprentissage d'une nouvelle langue ou pour développer tes idées à l'écrit. Ça, c'est une réalité, on ne peut pas nier. Mais ça ne veut pas dire en fait que tu ne peux pas progresser. Ça veut peut-être dire que tu vas devoir mettre plus d'efforts, plus d'endurance, pour justement générer un progrès là où quelqu'un d'autre, bah, ça sera peut-être plus facile. Si effectivement l'organisation, bah, ça c'est difficile pour toi, bah, ça veut peut-être dire que tout ce que tu vas mettre en place pour t'organiser, ça va être long, laborieux, fastidieux et démoralisant peut-être. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'améliorer. N'oubliez pas, la plasticité cérébrale démontre bien que tout le monde peut s'améliorer dans tout ce qu'on veut. Et ça, il faut y croire. Mais pour certaines personnes, et sur certains sujets, ça va être plus difficile. Donc déjà, essaie de te demander l'image que tu as de toi, en fait, sur la procrastination. Tu vois, si on te dit tout le temps, de toute façon, tu vas jamais au bout des choses. Et à force qu'on te répète ça, sans arrêt, et ce depuis peut-être des années, bah, tu crois en fait, c'est logique. C'est logique pourquoi? Parce qu'on a besoin de croire en quelque chose qui nous définit. Ça nous permet d'avoir une vision de nous-mêmes, et donc qui dit une vision de nous-mêmes, c'est une vision aussi à exposer au monde. Après, on en rigole bien sûr, et je parle ça, là je parle de la procrastination, mais ça pourrait être sur plein d'autres choses. Par exemple, on pourrait se dire, non, mais de toute façon, moi je suis assez paresseux, moi je suis pingre, moi de toute façon je suis pas sportif. Et c'est quelque chose qu'on raconte en fait, c'est une histoire qu'on se raconte, c'est une histoire qu'on raconte, et donc ce sont des croyances que l'on va eh bien nourrir de soi. Donc déjà, premier point, si vous souffrez de procrastination, demandez-vous si c'est pas une histoire que vous vous racontez. Et donc si c'est ça, ou en tout cas si ça en fait partie, parce que c'est souvent multifactoriel, ben, bonne nouvelle, vous pouvez changer d'histoire parce qu'en fait vous êtes à la fois l'éditeur, l'auteur, et puis le personnage clé de votre histoire. Donc vous pouvez changer votre histoire. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'en fait, pour ça, il faut se démontrer à soi-même que c'est possible autrement. Et il y a le fameux à quoi bon. Le à quoi bon, alors on peut le sortir à toutes les sauces, mais c'est un peu à quoi bon tenter, à quoi bon essayer, à quoi bon mettre des efforts. Alors on est d'accord. Ce à quoi bon, il fait référence à quelque chose, je pense, d'important, c'est votre pourquoi, le fameux pourquoi ça vaudrait le coup. Pourquoi faire tous ces efforts? Donc ça va répondre le à quoi bon. Si vous estimez souffrir de votre procrastination, bah, vous l'avez votre pourquoi.
peut-être parce que justement vous avez des projets professionnels qui vous tiennent à cœur, parce que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de réussir. Là, vous n'avez jamais réussi, vous avez envie de vous challenger, vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de vous sentir en fait parfaitement aligné, vous avez envie de vous sentir à votre place dans la sphère professionnelle, vous avez envie de gagner de l'argent, vous avez envie, je sais pas, de notoriété, enfin, qu'importe les rêves, il n'y a absolument pas de jugement. Bah, en fait, c'est votre à quoi bon. Et peut-être que votre pourquoi, vous en avez honte, peut-être que vous ne l'assumez pas, peut-être qu'il n'est pas assez fort, mais il faut le trouver. Et sur la sphère personnelle, c'est la même chose. Si votre procrastination vous empêche de faire des rencontres, d'aller vous, je sais pas, vous développer dans certaines activités, euh, de déployer en fait aussi des efforts pour être en couple ou vous épanouir dans votre vie de couple, dans vos amitiés, enfin qu'importe. En fait, la procrastination, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément sur la sphère professionnelle, ça peut être aussi sur la sphère personnelle. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais lorsqu'on parle de personnes multipotentielles, si vous avez lu mes livres Femmes, notamment Femmes au multipotentiel, j'en parle et j'en parle aussi dans la formation, vous verrez qu'il ne s'agit pas que de la sphère professionnelle. Une personne multipotentielle l'est aussi dans la sphère personnelle. Bref, je pense que il faut comprendre aussi qu'on se construit à travers le regard des autres et c'est évident que si d'une part vous avez des gens qui vous racontent toujours que vous êtes comme ci, que vous êtes comme ça peut être plus compliqué. Deuxième tips là que je vais vous expliquer, c'est que ça peut être intéressant de changer de cercle de référence. Je m'explique. Le but c'est pas de couper les ponts avec vos amis ou votre famille, absolument pas, c'est absolument pas mon propos, mais peut-être d'incorporer un nouveau cercle de référence. Donc d'aller chercher des gens qui ne vous connaissent pas et qui n'ont pas cette vision de vous, de bah vous n'êtes pas discipliné, vous procrastinez, enfin vous remettez tout au lendemain, enfin voilà. Parce que forcément c'est une nouvelle page blanche. Et en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous pouvez montrer peut-être une image de vous à quelqu'un d'autre et ça va vous enrichir d'une nouvelle vision de vous-même. Je m'explique. Si vous avez envie de montrer de vous que vous êtes quand même quelqu'un de discipliné, que vous êtes résilient et que vous aimez passer à l'action, bah en fait, naturellement, face à une nouvelle personne, c'est peut-être des qualités que vous avez envie de montrer. Et comme vous les montrez, bah la personne, elle voit ça en vous. Et donc, elle va vous renvoyer cette image-là. Ça va faire un effet miroir. Et ça va vous renvoyer cette image de ah ouais, en fait, je suis quand même quelqu'un de super discipliné et je suis quand même quelqu'un qui en veut grave et tout. Et ça fait du bien, en fait, ça fait du bien que quelqu'un vous voit comme ça. Et ça vous permet donc de changer aussi les croyances. Donc, réfléchissez au à quoi bon, réfléchissez aux croyances, réfléchissez à l'histoire que vous avez de vous-même. Ça faisait 3 points, pardon, mais ça se rejoint en fait. Donc, déjà, être multipotentiel, ce n'est pas être, comment dire? Je pense qu'il y a aussi cette histoire de case. Je m'explique. Je pense que ça peut être rassurant de s'enfermer dans une case. C'est toute la difficulté avec les neuroatypies. Alors, c'est ça que je voulais dire, la multipotentialité, déjà, c'est pas une neuroatypie, hein. En tout cas, aujourd'hui, ça n'est pas considéré comme tel. Et j'ai pas de ressources scientifiques à vous proposer pour dire que les multipotentiels sont forcément atypiques et vice-versa. Vraiment, il n'y a pas de lien, vraiment, il n'y a pas de consensus là-dessus. On peut s'interroger, mais il n'y a pas de consensus. Je sais en tout cas qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de cette case-là pour expliquer un comportement. Mais il en est peut-être de même à la procrastination, en fait. C'est ça qui est intéressant. Euh, c'est difficile aussi d'enlever du coup les croyances lorsqu'on a besoin de cases. Donc demandez-vous pourquoi vous avez besoin de cases. Des fois, on en a besoin à un instant T de notre vie parce que ça nous rassure, ça nous apaise. Ça permet aussi de mettre un mot là où d'autres en ont mis et que ça ne convient pas. Moi, je le dis souvent, en fait, l'étiquette qu'on se met n'est pas douloureuse parce qu'en fait, comme on l'a collée, on sait la décoller. Et puis, elle est juste là à un moment comme un soutien, une canne, en fait. Tandis que l'étiquette que les autres vous imposent, là, c'est plus compliqué parce que vous ne savez pas décoller et vous ne la comprenez même pas, mais vous vivez avec. Donc peut-être que votre envie de procrastiner, c'est aussi un manque de connaissance de vous-même et une mauvaise étiquette. Alors, comme je vous disais, la multipotentialité, j'en parle vraiment dans la formation. Vous pouvez dès à présent la précommander. Vous avez toutes les informations effectivement dans la barre d'infos. Donc, ce n'est pas de la procrastination. 2 points du coup pour faire la différence entre la procrastination active et passive. Donc c'était ça mon point aussi aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voulez vous noter quelque chose ou prendre des notes, enfin en tout cas, n'hésitez pas. Donc les 2 points, il faut comprendre. Je vais d'abord vous poser les questions. Désolée, c'est un peu brouillon, mais je vais d'abord vous poser les questions. Donc,
Quand vous repoussez une tâche, est-ce que vous vous sentez plus souvent frustré ou motivé à l'idée de la réaliser plus tard? Essayez de répondre déjà à cette question. Parce que la frustration indique souvent que c'est une procrastination passive, tandis que la motivation peut signaler plutôt une procrastination active. Donc déjà, sachez faire la différence entre les deux. Deuxième question. Avez-vous tendance à remettre à plus tard certaines tâches parce que vous savez que vous serez plus concentré plus tard, euh, ou c'est parce que vous aimez bien, en fait, vous travaillez sous la pression? C'est un peu différent. Parce que si effectivement vous savez que vous allez être concentré plus tard, on est sur de la procrastination active. Si vous êtes plutôt inspiré sur la pression, on est effectivement plutôt sur de l'active. Troisième question. Lorsque vous repensez aux tâches qui sont reportées, est-ce que vous avez l'impression d'être dépassé ou de manquer de temps pour vous y mettre? Se dépasser, ça indique une procrastination passive, et donc ça peut générer de l'anxiété et un manque de clarté. Quatrième question. Est-ce que repousser les tâches vous donne l'impression d'avoir plus de contrôle ou au contraire de perdre le contrôle? Parce que les procrastinateurs actifs, ils ressentent souvent un sentiment de contrôle, tandis que les procrastinateurs passifs peuvent avoir l'impression de perdre le contrôle. Et enfin, cinquième question, est-ce que vous avez choisi de repousser une tâche parce que vous pensez qu'une autre activité est plus motivante? Si oui, vous êtes plutôt dans la procrastination active. Je ne sais pas si c'était assez clair les questions, mais je vous explique. En fait, la procrastination passive, en fait, vous êtes en train de repousser les tâches de manière involontaire, souvent par manque de motivation, par peur de l'échec, ou parce que en fait, vous vous sentez submergé par la tâche ou l'activité à faire. En fait, vous souhaitez avancer, mais vous n'y parvenez pas. Ça vous entraîne à encore plus de stress, encore plus de frustration, une mauvaise image de vous-même du coup. Et ce type de procrastination, bah, c'est souvent associé à des émotions plutôt désagréables et au cercle vicieux. Tandis que la procrastination active, en fait, vous reportez la tâche de manière assez intentionnelle et de manière stratégique. C'est-à-dire qu'en fait, les procrastinateurs actifs, ils choisissent de retarder certaines tâches pour essayer de se dire qu'ils vont travailler dans une meilleure période. Ils attendent la motivation, ils aiment bien travailler sous pression d'ailleurs. Ils estiment souvent que leur performance sera meilleure. En fait, on cherche plein de trucs. Tout ça, c'est faux, hein, bien sûr, mais du coup, ils repoussent. Vous aimez bien fonctionner avec des échéances assez proches parce que ça vous stimule. Vous êtes en train de réorganiser sans arrêt. Vous passez du temps d'ailleurs à réorganiser une tâche, mais vous, en fait, sans passer vraiment à la tâche. Voilà. Donc, vous essayez de stimuler la créativité et l'efficacité. Vous êtes toujours motivé, mais au final, ça n'avance pas dans vos projets. Et c'est presque pire, j'ai envie de dire. Parce que le problème de la procrastination active, c'est que vous ne vous rendez pas compte que vous procrastinez. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup dans mes accompagnements des personnes qui font ça dans les atypiques. Et quand je leur dis, bah, en fait, tu as procrastiné, mais pas du tout. C'était hyper important de faire ça. C'était très important que je m'organise. Puis attends, si je ne faisais pas ça, je ne pouvais pas en être là. J'avais aussi besoin de temps pour tout mettre en place. Oui, mais au final, tu n'es pas passé à l'action. Tu as fait des micro-tâches par-ci, par-là. Mais c'est pour ça qu'à la fin de ta journée, la fin de la semaine, la fin du mois, eh bien, ce pourquoi tu devais avancer n'est pas terminé en fait. Ça, c'est hyper important de s'en rendre compte. Mais il faut avoir assez d'honnêteté envers soi-même pour s'en rendre compte. Alors, bien évidemment, on peut faire des deux, hein, mais les solutions ne vont pas être les mêmes. Si vous êtes plutôt dans la procrastination dite passive, en fait, la première chose à faire, c'est de découper en petites tâches. Parce qu'en fait, ce qui vous inquiète et ce qui génère du stress et de l'angoisse, c'est que vous voyez en fait le sommet de la montagne. Et donc, ça génère le à quoi bon. À quoi bon commencer? C'est tellement haut, je n'y arriverai pas. Vous vous découragez en fait avant la tâche. Surtout si vous êtes face à des activités ou des choses à faire qui vous stressent. Je vois beaucoup chez les entrepreneurs, par exemple, dans l'entrepreneuriat, l'administratif, la comptabilité, ça vous dépasse, c'est sûr que quand on se lance en général, bah, c'est pas, sauf si vous vous lancez en tant que comptable à votre compte, mais voilà, c'est des tâches un peu dites ingrates lorsqu'on fait un métier qui est différent de ça et pour lequel, bah, en fait, ça ne nous passionne pas de faire des tâches administratives et de comptabilité, mais c'est nécessaire. Et du coup, on repousse. Et comme on se sent mal à l'aise avec ça, peut-être que ça nous stresse, si vous avez un rapport à l'argent compliqué. Bref, tout ça fait que ça peut être extrêmement compliqué, donc vous repoussez sans arrêt, vous avez l'impression que c'est toute une montagne. Et plus la montagne, enfin, plus vous repoussez, plus la montagne, en fait, est de plus en plus grande, et plus il est difficile de passer à l'action. Donc, au lieu de regarder le sommet de la montagne, il faut vraiment faire, en fait, des
petites marches. Il faut découper en petites tâches. Et donc, en fait, c'est même pas des paliers, c'est même des sous-sous-sous-paliers. Ne pas hésiter à se faire peut-être coacher par un coach, ça peut être vraiment aidant. Et ensuite, il y a aussi la méthode des 5 minutes qui marche très bien pour les procrastinateurs dits passifs. C'est-à-dire que cette technique, elle consiste à s'engager à travailler sur une tâche pendant juste 5 minutes. Pourquoi? Parce que le plus dur, c'est de s'y mettre, en fait. Dans votre situation, c'est ça. C'est-à-dire le stress vous paralyse. Vous êtes genre assis à votre bureau, vous voulez vous y mettre, et puis finalement, vous allez regarder vos mails, vous allez regarder votre téléphone, et puis les réseaux sociaux, et très très vite, le temps file, et ben voilà. Tandis que là, si vous partez du principe de juste, je fais que ça, que 5 minutes, ça m'engage à rien. Vous vous mentez un peu à vous-même, c'est vrai, mais c'est pour la bonne cause. Ça m'engage à rien juste 5 minutes. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'en général, une tâche, c'est rare qu'on mette que 5 minutes pour faire ça. Donc, vous allez vouloir terminer la tâche. Et puis, comme vous vous êtes lancé, d'une certaine manière, la montagne va vous paraître beaucoup moins haute, beaucoup moins grande, parce que c'est votre imagination, en fait, qui vous amène à penser que c'est scandaleusement difficile. Mais une fois qu'on s'y met, on avance petit à petit. Donc ça, c'est deux techniques qui peuvent bien marcher pour vous. Et pour ce qui est de la procrastination active, donc comme je l'ai dit, le problème de ça, c'est d'en prendre conscience et de réaliser qu'on a fait de la procrastination. C'est vraiment difficile, hein. Moi, je vois chez les atypiques, il y a une sorte de, je pense, d'ego aussi, qui malheureusement va vous empêcher de voir cette réalité-là. Donc la première possibilité, c'est de réduire son temps. Si vous adorez travailler dans l'urgence, parce que j'en vois, il y en a qui, si vous êtes un peu de la team quand vous étiez au collège ou au lycée, de faire en fait vos devoirs au dernier moment, parce qu'il y en a plein des comme ça, juste le matin même, juste avant l'interrogation de réviser, enfin des choses comme ça, eh bien très bien. Ben, vous savez pas quoi? Moi je vois en entourage, j'en ai plein comme ça, et je leur dis quoi? Tu sais pas quoi? Au lieu d'avoir des journées là de 6 heures ou je sais pas combien d'heures, eh ben demain, tu ne pourras travailler que 2 heures. Non, pas 6. Non, que 2 heures. Au bout de 2 heures, tu éteins ton ordinateur, tu débranches Internet, tu n'as plus le droit de travailler, c'est terminé. Petit coup de stress, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est ces personnes-là, s'ils savent travailler dans l'urgence, c'est parce qu'en fait, ce sont des personnes qui sont ultra compétentes pour travailler rapidement. Et en fait, tout le temps qu'ils perdent, c'est parce qu'ils procrastinent. Donc, une journée de 6 heures peut être compressible en 2 heures. Allez, peut-être 4. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, c'est hyper important en fait. Parce que d'une certaine manière, si tu sais que tu n'as que 2 heures, je peux t'assurer que tu vas pas perdre ton temps. Moi, je le vois dans mon quotidien. Avec 4 enfants, quand j'ai un temps vraiment comme ça, je ne peux pas perdre du temps. Je ne peux pas. C'est impossible. J'ai entre telle heure et telle heure de silence, et encore que, vraiment, si vous entendez bien, il y a du bruit derrière. Donc des fois, j'ai juste 30 minutes, je sais qu'en 30 minutes, il faut que j'envoie. Et donc, du début à la fin, chaque minute compte. Donc ça peut être effectivement quelque chose, et moi je l'ai vu dans les mentorats que je propose auprès d'entrepreneurs atypiques, parce que oui, je propose effectivement du mentorat individuel également, je vois que ça peut être une solution, mais vraiment qui fait toute la différence. Donc n'hésitez pas à la mettre en pratique. Le deuxième, bah, sinon, c'est ce qu'on appelle des départs accompagnés. Ça peut être aussi une autre solution. C'est-à-dire que comme vous ne savez pas, en fait, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des faux départs. Comme vous ne savez pas y aller vraiment, bah, peut-être que vous engagez auprès de quelqu'un, soit d'un professionnel, soit auprès de votre entourage. Pourquoi? Parce que vous allez mettre en jeu votre réputation. Et ça, l'ego, il n'aime pas. Si par exemple, vous dites à quelqu'un, je dis n'importe quoi, à la fin de la semaine, en fait, j'ai écrit un livre et il sera terminé, et que vous le dites officiellement à tout le monde, vous n'avez pas le choix de vous y mettre. Donc, c'est une sorte de départ accompagné parce que les gens, en fait, attendent que vous passiez, en fait, que vous preniez le départ. C'est ça. Soit, eh bien, on se fait accompagner par un professionnel, bien sûr, que ce soit un mentor, un coach. Ça peut être. Alors, les thérapeutes sont pas forcément, ils travaillent pas là-dessus, mais si vous sentez qu'en fait derrière il y a une énorme peur de l'échec, qu'il y a un problème d'estime de soi, là, un travail thérapeutique va être très important, c'est sûr. Mais sinon, effectivement, le fait d'avoir quelqu'un en fait qui dit bon bah alors c'est quand que tu t'y mets, des fois, et ça nous challenge suffisamment pour nous y mettre. Et enfin, une dernière petite idée bonus, et ça, dans le cadre de la procrastination active ou passive, ça peut être hyper intéressant, ben, c'est tout simplement d'utiliser les récompenses, les micro-récompenses. Et il n'y a pas besoin, j'entends souvent s'acheter des cadeaux et tout. Alors moi, je suis pas très société de consommation, mais des fois, ça peut être juste, en fait, un tracker. Vous savez, c'est-à-dire sur une feuille, juste le fait de surligner les jours où vous l'avez fait.
d'une couleur que vous aimez ou de mettre en couleur que vous n'aimez pas les jours où vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire. Il y en a qui utilisent juste la checklist, c'est-à-dire de cocher ce qui est fait et pas fait, parce que c'est en vrai, c'est hyper agréable et satisfaisant de cocher, de colorier et donc de traquer finalement aussi nos progrès. Alors, ça peut être démoralisant si jamais effectivement vous avez rien à cocher ou à colorier, enfin vous avez compris l'idée, mais ça peut être motivant. C'est juste des petites satisfactions comme ça. Et la motivation se nourrit de satisfaction. Et plus vous êtes motivé et plus vous prenez goût aux choses, plus des habitudes se mettent en place et plus des habitudes se mettent en place, plus une discipline peut se mettre en place. Et plus une discipline se met en place, et moins on tombe dans le piège de la procrastination. Voilà un petit peu pour le sujet de la procrastination. Bon, je suis passée assez vite, mais c'est vrai que c'est un sujet, encore une fois, que je développe pour les personnes multipotentielles, puisque comme je vous l'ai dit, actuellement, il y a la possibilité de vous inscrire à la formation, en fait, eh bien, femme atypique multipotentielle, qui est sur 6 semaines. Il y a un module par semaine. La première semaine, on va vraiment essayer de comprendre ce que c'est la multipotentialité, si vous l'êtes. Et donc, il y a 5 grands profils aussi de multipotentiel. Donc, il y a un test qui vous permet effectivement de comprendre en fait dans quel profil vous êtes, les difficultés et les atouts de ce profil-là, avec des exercices pour comprendre aussi, vous analyser, pour réfléchir sur tout ça. Je vais essayer de vous expliquer aussi la vision historique, culturelle, sociale, psychologique finalement de la multipotentialité, le lien avec les atypies. Vous aurez accès à des tests officiels également. Je vous en dis plus de toute façon dans, dans, dans la page d'information et vous avez tout là en description. La deuxième semaine, vous avez s'accepter et vous épanouir. Donc, on va vraiment travailler sur les croyances que vous avez sur vous-même. Et j'en vous en ai parlé un petit peu dans ce podcast-là, sur le mindset, donc voilà, sur le droit à la différence, sur comment on communique sur sa différence, parce que vous êtes nombreuses à me dire que la plus grande difficulté que vous avez eue, en fait, c'est le regard des autres. C'est parce que, en fait, vous ne faites pas ce qu'on attend de vous. Vous vous éparpillez en fait pour le regard des autres, mais vous n'avez pas la sensation de vous éparpiller. Et donc comment finalement on s'accepte, comment on s'épanouit, comment on communique sur cette différence, même le fait de vouloir avoir plusieurs métiers en même temps ou avoir besoin de changer de métier régulièrement. Bref, ça c'est vraiment sur la deuxième semaine. La troisième semaine, on reparle justement de la procrastination, sur aussi de l'éparpillement. On rentre vraiment de quelles sont les causes. Parce que la procrastination est une cause de quelque chose. Donc on va vraiment explorer ça. Je vais vous parler du syndrome de l'imposteur, syndrome du caméléon, mais aussi le syndrome de l'albatros, le syndrome de la tortue. Je vais vous proposer des tests pour identifier qu'est-ce qui vous correspond, comment vous pouvez travailler ça. Je vais vous donner des techniques de concentration, de motivation aussi, du coup. Comprendre en fait qu'est-ce qui vous motive. Là aussi, vous aurez droit à un test officiel, effectivement, tout ce qui est lié bilan de compétences, puisque vous savez certainement, mais je suis diplômée d'État en qualité de conseillère d'insertion et de transition professionnelle, et donc du coup, j'ai accès à des tests officiels en ce sens, et sur une plateforme auquel vous aurez accès. Celles qui sont dans l'OVPA, vous savez, mais c'est des tests différents. La cinquième semaine, on va, eh bien, dans le monde professionnel. Je vais vous aider à avoir une stratégie de carrière, de création d'opportunités, de savoir comment vous pouvez parler de vous-même, création de CV, de lettres de motivation ou sur l'entrepreneuriat en fait. Aussi, ça peut être intéressant, comment on peut se lancer dans l'entrepreneuriat lorsqu'on est multipotentiel. La cinquième semaine, on va sur le monde personnel, donc les relations, le couple, et aussi comment on accompagne des enfants ou un adolescent multipotentiel. Les loisirs, comment équilibrer la vie pro-perso, on parlera du burn-out, du bore-out, du brown-out aussi, bien sûr, parce que ça touche énormément de personnes multipotentielles. Et enfin, la sixième semaine, je vous aiderai à structurer un vrai projet. Il faut savoir prioriser la planification, comment faire lorsqu'on est multipotentiel, les passions, la réalisation, les deuils à faire aussi. Et puis vous terminerez bien sûr cette formation, et c'est tout le but, pour avoir un vrai plan d'action pour réussir dans votre vie, vous épanouir avec votre multipotentialité. Voilà effectivement bien, l'essentiel pour moi de cette formation, c'est de vous aider à avoir quelque chose de concret et de personnalisé le plus possible, bien sûr. Donc si jamais ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien est dans la description. J'espère que cet épisode de podcast vous a quand même permis de comprendre le lien, parce que souvent, il y a, je pense, cette idée reçue de se dire, je suis multipotentielle, donc c'est normal que je procrastine, ou pourquoi je suis procrastine, est-ce que c'est parce que je suis multipotentielle? Donc au moins, ça vous a permis, je pense, de comprendre qu'il n'y a pas forcément de lien, mais que la multipotentialité, en fait, intensifie
ce trait de caractère. Je ne sais pas si on peut dire trait de caractère parce qu'on aura la pression du coup que c'est de votre caractère et que c'est immuable, mais vous avez compris que ça ne l'est pas. J'espère également que cet épisode a pu vous permettre de faire la distinction entre la procrastination active et passive. Les deux, on peut avoir les deux bien sûr, mais comprendre que c'est beaucoup plus difficile en fait, je pense, de travailler sur l'active. Disons que la passive, je crois qu'il y a un travail thérapeutique peut-être à faire, mais que ça se fait petit à petit. Tandis que l'active, en fait, il y a déjà toute une phase d'acceptation qu'on est dans la procrastination active. Donc on perd un peu plus de temps, je pense, pour la travailler. Mais voilà, si vous avez, en fait, si vous avez pris conscience de ça, que vous êtes clairement dans une procrastination active, et j'espère que les petites questions que je vous ai posées dans cet épisode a pu vous aider, bah c'est bon, la moitié du chemin est fait en fait, j'ai envie de dire. Après, ça veut dire que vous êtes quand même dans une phase d'action, dans une envie de passage à l'action, et ça c'est quand même très très bon signe. Voilà. Bref, dans tous les cas, comme à chaque épisode, j'espère vraiment que ça vous donne des clés concrètes, que ça vous rassure aussi, parce que le fait de se sentir moins seul, je pense que c'est rassurant, parce qu'on se dit, bah ok, si je suis pas seule, c'est que potentiellement, il y a des gens qui ont trouvé des solutions, et qui s'en sont sortis, et qui vont bien, et que c'est ok en fait. Donc c'est aussi ça, c'est un peu rassurant, je pense. Voilà. Si jamais cet épisode te parle, n'hésite pas à laisser une bonne note sur le podcast, à le partager, à me faire un retour en fait, même un MP sur les réseaux sociaux. Je suis très friande des retours, à savoir ce que je peux améliorer, ce que vous avez aimé, et donc il faut que je continue de le faire. Et voilà, et j'espère vous retrouver vraiment nombreuses dans la formation multipotentialité. Elle fait suite d'une certaine manière à mon livre. Ah oui, c'est ça, le dernier point que je voulais vous dire, c'est que souvent on me demande la différence entre les deux. En fait, le livre Femme hyper passionnée, c'est un peu au début, lorsqu'on s'interroge sur sa multipotentialité, où on ne sait pas vraiment si on l'est pas, qu'on n'a pas vraiment confiance, qu'on sent qu'on a beaucoup de passion, mais qu'on ne sait pas vraiment quoi en faire et qu'on n'a pas vraiment posé le mot en fait sur la multipotentialité. En fait, tout ce livre vous explique comment on passe de l'hyperpassion à la multipassion, à la multipotentialité. Tandis que la formation, c'est pour les personnes qui se reconnaissent vraiment dans je suis multipotentielle, clairement. Donc, en fait, il vient après ou en complément, cette formation va venir en complément du livre, pour dire maintenant, clairement, on en fait quoi en fait. On va vraiment plus se déployer. Donc, il y a effectivement un chapitre là-dessus dans le livre, mais c'est pas autant que toute une formation avec énormément de vidéos, énormément d'exercices. Vous me connaissez dans ma pro-générosité dans les formations, enfin, pour celles qui ont déjà pris des ateliers ou des formations avec moi. Donc, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de choses. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte d'avoir les premiers retours comme à chaque fois. Bref, voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez cet épisode de podcast, mais en tout cas, une belle quelque chose. Et puis, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast.